Le Silence des agneaux passe pour être l'un des films les plus choquants ayant marqué toute une génération de cinéphiles. Pourtant, rares sont les personnes qui connaissent l'histoire cachée derrière le best-seller. Une affaire trouble et troublante qui commence au Mexique et qui, par un concours de circonstances, va faire rencontrer deux protagonistes, destinés pourtant à ne jamais se connaître. Je vous propose de découvrir avec moi l'histoire du docteur Alfredo Bali Trevino, le véritable Hannibal Lecter. Mexico, 1959. Traverser la frontière n'a jamais été aussi facile. Les gardes frontières l'ont reluqué pendant un moment sans même prendre la peine de demander ses papiers d'identité avant de lui faire un signe que « c'est bon, vous pouvez passer ». Dans le sens inverse, pour un Mexicain se rendant aux États-Unis, cela n'aurait pas été aussi facile. On lui aurait demandé un visa, précieux sésame difficile à obtenir de l'ambassade. On lui aurait demandé le motif de son voyage et s'il comptait assassiner le président des États-Unis et d'autres questions loufoques, qu'il s'efforcerait d'y répondre avec calme et sang-froid, en prenant garde à ne pas regarder dans les yeux le garde-frontière américain, imperturbable, blond, bien charpenté et portant de grosses lunettes de soleil. Voilà le Texas resté derrière lui. Déjà, le relief semble différent une fois pénétré dans cet état voisin, pauvre et catholique, où on ne parle que l'espagnol. En quittant le checkpoint, il roule pendant quelques kilomètres, ignorant complètement où il va ni pourquoi. À cette époque, les autoroutes n'existent pas encore au Mexique, et la nationale ressemble à une simple et étroite route de province, aux multiples nids de poules et crevasses, de sorte que la voiture se met à cahoter pendant un bon bout de chemin, chose inhabituelle aux États-Unis, dotée de larges routes bitumées à neuf où circulent les véhicules dans un sens comme dans l'autre. Sur le trajet, il aperçoit des vendeurs de produits artisanaux, pour la plupart des femmes autochtones à la peau brune et aux yeux bridés, leurs paniers déposés à leurs pieds, un bébé accroché au bout du sein brandissant à chaque passage de voiture leurs produits à vendre. « Tapis tissé à la main, Seigneur, c'est moi-même qui l'ai fait. 3 pesos c'est une pièce et 5 pesos si vous en prenez 2. » La vendeuse, le visage tanné encadré de longues nattes, le scrute d'un regard avide. Un gringo, surnom péjoratif donné aux Américains et plus généralement aux personnes de race blanche. Donc un gringo a toujours beaucoup d'argent et est prêt à acheter n'importe quoi sans prendre la peine de marchander, car ce n'est pas dans sa culture capitaliste. Mais le conducteur décline en marmonnant quelque chose en anglais avant de partir à toute allure, laissant derrière lui la marchande avec ses 2 tapis dépliés. Personne ne sait encore que cet homme blond au visage balafré, âgé d'une 40aine d'années, est en cavale et qu'il vient de s'évader d'un asile psychiatrique de Wichita, au Texas. Son nom est Dykes Askew Simons. Que sait-on de sa vie d'avant? Pas grand-chose. On raconte qu'il a travaillé pendant des années sur différents chantiers de construction en tant que grutier, qu'il était marié puis divorcé et qu'il vivait depuis seul dans un modeste pavillon de la banlieue de Waco. Les plaintes se sont succédées sur son lieu de travail et des collègues redoutaient ses crises et ses éclats incontrôlables. Une fois, profitant que tout le monde était en pause casse-croûte, il s'est saisi d'un cutter et tenta de se couper les veines devant les autres ouvriers. Il a fallu l'intervention de 3 hommes bien baraqués pour l'en empêcher. En 1958, Dykes est interné dans une institution psychiatrique pour schizophrénie et troubles sociopathes après avoir tenté de kidnapper une caissière de supermarché. Son dossier médical affirme qu'il peut être dangereux pour lui-même et pour autrui. Dans l'asile, les journées se ressemblaient. Mis en isolement comme c'est le cas des patients agressifs et dangereux, Dykes est terrassé par les tranquillisants et les barbituriques. Il passe le plus clair de son temps à dormir, complètement inconscient de ce qui se passe autour de lui. Comment a-t-il réussi à quitter cette structure hautement surveillée et comment lui est venue cette idée d'évasion au Mexique, à bord d'un véhicule volé? On ne le sait pas. Une chose est sûre, ce semblant de liberté le grise au point d'éclater d'un rire hystérique en déambulant sur la route. Bientôt, lui apparaît un pâté de maisons blanches entouré de cactus géants à fleurs. Cela ressemble davantage à un quartier de banlieue résidentielle. Devant l'une de ces maisons, règne une grande agitation et beaucoup de mouvements. Une bannière rouge et blanche annonce l'événement. « Quinceañera feliz, Maria Guadalupe !» Joyeuse 15 ans, Maria Guadalupe. Des guirlandes, des fleurs en papier crépon, des ballons et une figurine grandeur nature de la Vierge Marie décorent l'entrée. Un groupe de mariachis chante des ballades romantiques en agitant ses larges chapeaux pour saluer le public amassé dans le jardin.
Une multitude de petites filles sur le 31 courent dans tous les sens entre les jambes des serveurs portant des plateaux. La quinceañera est une fête célébrée dans toute l'Amérique latine pour les 15 ans d'une jeune fille, une sorte de rituel de passage à la vie de femme. Son faste peut être comparé à celui d'un mariage et même les familles les plus modestes n'hésitent pas à s'endetter pour pouvoir la fêter en bonne et due forme. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion pour les mamans, leurs parentes et leurs amis de se rassembler et leurs maris de se saouler. Quant aux enfants, ils peuvent s'empiffrer de sucreries autant qu'ils le veulent et aller et venir comme bon leur semble. Dykes Simons est littéralement bouleversé par l'ambiance de cette fête étrangère et exotique qu'il observe de loin, à bord de sa voiture, le menton rentré dans le col de sa chemise à carreaux jaunes. Dykes Simons entend soudain à la radio. Un individu d'une quarantaine d'années interné à l'asile psychiatrique de Wichita vient de s'évader. Il mesure 1m78, blond, avec des balafres sur le visage. Il aurait volé un véhicule Ford immatriculé à Houston, numéro... Quiconque l'aurait aperçu doit le signaler au poste de police le plus proche. L'individu est dangereux et peut être armé. Le fugitif pousse un long soupir, les idées brouillées par la tintamarre de la fête et l'annonce de la radio. Il descend en claquant la portière. Sur la pelouse, 4 enfants, 3 fillettes et un garçon sont en train de mettre au point un cerf-volant multicolore. « Il n'y a pas de vent, Manuel, il pourra pas voler !» s'exclame la plus âgée des filles. « Et moi je te dis que si je cours assez vite, je pourrais le faire voler. Tu es aussi têtu qu'une mule. »« Hola, niños !» Les 4 enfants se retournent. Devant eux se tient un grand homme blond et portant de grosses lunettes de soleil de style aviateur. L'homme les scrute en souriant, s'efforçant de se cacher le visage de sa large main piquée de taches de rousseur. « Hola !» répondent-ils tous en chœur. « Vous êtes un invité de Monsieur Munoz ?» s'enquille la plus âgée des filles. « Oui !» ment Dykes Simons, baragouinant dans un espagnol sommaire. « Il est là-bas !» déclare le garçon Manuel en pointant du doigt vers la maison où un groupe d'hommes est en train de trinquer joyeusement. « Merci les enfants, mais d'abord, j'ai un cadeau pour vous. » 3 des 4 enfants sont frères et sœurs. Il s'agit de Hilda, 12 ans, Martha, 10 ans, et Manuel Pérez Villagomez, 9 ans. Le 4e est l'une de leurs cousines. Elle s'approche de Hilda et lui dit quelque chose dans l'oreille. « Je vais aller chercher des gâteaux et de la limonade. »« D'accord, mais dépêche-toi. »« Monsieur, je vous apporte une part de gâteau à la crème ?» propose-t-elle. « Oh, non, merci, j'ai du diabète. » Dykes Ice Simons commence à s'impatienter. « Alors les enfants, vous ne voulez pas voir le cadeau ?»« Oh oui, bien sûr qu'on veut, » déclare Manuel. « Venez, suivez-moi, dépêchons. » Crédules, les 3 enfants suivent le fugitif américain qu'ils prennent pour l'ami de la famille qu'il prétend être. Il les fait monter tous les 3 en vitesse à bord de la Ford volée, s'assoit derrière le volant et démarre en trombe. D'abord silencieux, les 3 frères et sœurs commencent à être gagnés par la panique. « Monsieur, où est notre cadeau ?» demande timidement Hilda. Dykes ne répond pas. Il a condamné les portières pour empêcher une potentielle fuite des gamins. « Votre amie n'a pas voulu venir, tant pis pour elle. Elle n'aura pas sa récompense, » déclare-t-il, en regardant les enfants dans son rétroviseur. Serrés les uns contre les autres, ces derniers sont finalement gagnés par la panique. Il est utile de rappeler que c'est une époque où les rapts d'enfants ne sont pas légion, encore moins au Mexique, dans un quartier où tout le monde se connaît, et beaucoup jouent librement dans la rue sans surveillance. Ils comprennent aussi que l'homme qui vient de les embarquer n'est pas mexicain et qu'il ne parle pas un traître mot d'espagnol hormis le « hola miños » et 2 ou 3 mots de tout à l'heure. Ils le voient en train de s'agiter, de tourner et retourner le bouton de la radio, de fumer l'une après l'autre des cigarettes Lucky Strike. « On veut descendre, monsieur, s'il vous plaît. On veut descendre !» supplie Hilda en espagnol. Mais Dykes Simons ne l'écoute pas. De plus en plus énervé, il leur hurle en colère. « La ferme, les mioches! J'ai mal à la tête! La ferme !» Il roule encore une 50aine de kilomètres, ainsi, dans un silence pesant. À un moment donné, la voiture finit par déboucher dans une hacienda, un ranch abandonné. Dykes Simons s'arrête et retire les clés de contact. Il ordonne aux 3 enfants de descendre en silence et de le suivre. « Si l'un de vous songe à s'évader, je le bute. J'ai un revolver, c'est compris ?» Voyant que seul le ton de sa voix suffit à les immobiliser de peur, il ne cherche pas à mimer le geste qui signifie tirer au pistolet. Il les pousse devant lui sans ménagement, hermétique à leurs supplications et à leurs pleurs. Les robes blanches des 2 sœurs s'écorchent au buisson et elles se blessent aux jambes en tombant à 2 reprises.
Dykes Simons ricane en les voyant ainsi. Pas âme qui vive dans le ranch, pas même un chien de garde. Tout a l'air délabré et couvert d'une poussière blanche et poudreuse. À un moment, le petit Manuel se met à donner des coups de pied dans les jambes du kidnappeur. Mais ce dernier le saisit aussitôt par le col de sa chemise amidonnée et lui hurle au visage, les yeux fixes et effrayants. « Inutile de jouer au gros dur avec moi, saloperie de mioche, ou je te tue, ici !» Il sort le revolver avec lequel il les menace depuis tout à l'heure, qui est en fait un faux, mais que les enfants prennent évidemment pour un vrai, et le plante sur la tempe de Manuel, pâle de terreur. Dykes s'amuse à presser sur la gâchette, excité par les cris désespérés des deux sœurs. 1 heure plus tard, le fugitif remonte dans sa voiture, l'air hagard, le pantalon et la chemise tachés de sang. Derrière lui, gît les corps ensanglantés des 3 enfants assassinés. La cavale de Dykes Simons s'arrête dès le lendemain lors d'un contrôle routier. Les autorités mexicaines avaient reçu son signalement de la part des gardes-frontières. À partir de là, les choses se précipitent. Pris d'une crise de délire, Dykes annonce qu'il a tué 3 enfants kidnappés dans une fête à Acapulco. Les autorités, paniquées, ne le croient pas d'abord, mais le fou insiste et évoque le lieu du crime, une hacienda isolée et abandonnée. Dans la journée, les policiers apprennent que 3 frères et sœurs, Hilda, Marta et Manuel Pérez Villagomez, ont été vus pour la dernière fois avec un inconnu alors qu'ils se trouvaient dans une fête de leur cousine. Les recherches durent bien une dizaine de jours et ce n'est qu'au bout du 14e que les 3 corps sont enfin retrouvés. La bonne nouvelle est que la petite Marta a survécu à ses blessures, contrainte pendant plus de 2 semaines à rester immobile à côté des dépouilles de ses frères et sœurs dans cet endroit effrayant. Sur son lit d'hôpital, affaiblie et encore sous le choc, elle parvient tout de même à identifier Dykes Ice Simons comme étant l'assassin de son frère et de sa sœur. Suite à l'identification de la victime, l'ancien pensionnaire de l'asile psychiatrique de Wichita est conduit devant le parquet de Monterrey où il est jugé et condamné à mort. Il est considéré comme le premier citoyen américain à être condamné à la peine capitale par une cour pénale mexicaine. Mais de l'autre côté de la frontière, les autorités américaines font tout leur possible pour le faire extrader, mettant en avant ses circonstances atténuantes, dont son état mental et ses nombreux problèmes psychologiques. Son avocat pousse le zèle jusqu'à accuser la justice mexicaine d'être primitive et non respectueuse de la Charte des droits de l'homme. Quoi qu'il en soit, la demande d'extradition est refusée et Dykes reste derrière les barreaux de sa prison, en prise avec des codétenus particulièrement vindicatifs qui le tabassent à tout bout de champ et menacent de lui faire la peau pour avoir assassiné des enfants innocents. Le fait qu'il soit américain, un sale gringo timbré et pervers, aggrave davantage son cas. En cette fin des années 50, le délit crée une grande tension politique entre le Mexique et les États-Unis. Dykes Simons emprisonné, on pourrait s'imaginer que tout s'arrête à ce moment. Pas vraiment. Il n'est que l'élément déclencheur de cette affaire. Monterrey, Mexique, quelques mois plus tard. Dans le quartier de Talares à Monterrey, le cabinet du docteur Alfredo Bali Trevino grouille de monde ce matin-là. Son assistante a abandonné depuis longtemps le concept très anglo-saxon de prise de rendez-vous, car premièrement, la plupart des clients n'ont pas le téléphone, et deuxièmement, parce que la plupart ne respectent pas le créneau horaire. Plus d'une fois, des disputes ont éclaté à cause de cela. À présent, c'est premier arrivé, premier servi, et les choses sont revenues à la normale. Le fait que le docteur Alfredo Bali Trevino soit chirurgien ne l'empêche pas de soigner toutes les autres pathologies pour lesquelles on vient le trouver, reconverti malgré lui en généraliste, car les patients qui viennent se faire opérer sont les plus rares. Pour ces gens du peuple, peu ou pas lettrés du tout, les opérations sont une chose très sérieuse et terrifiante qui se conclut généralement par la mort, car ils pensent qu'il est impossible de se réveiller après une anesthésie générale. Les rares qui acceptent de se faire opérer ne le font qu'en dernier recours et juste parce que le docteur Bali a déclaré que c'était nécessaire et qu'il ne peut pas faire autrement. Maux d'estomac, migraine, scoliose, rhumatisme, dépression, pneumonie, il soigne tout et a un mot réconfortant pour chacun. Né en 1931 à Mendes, Tamaulipas, d'ascendance italienne et espagnole, le docteur Bali jouit d'une excellente réputation, sa compétence est reconnue et il est réputé dans tout Monterrey et on parle de lui même à Mexico. Âgé seulement de 28 ans, c'est un homme très respecté, connu pour être proche et à l'écoute de ses patients nécessiteux.
qu'il n'hésite jamais à aider, refusant souvent de se faire payer pour ses consultations et poussant la bonté jusqu'à leur fournir gratuitement des médicaments quand ils ne peuvent se le permettre, c'est-à-dire très souvent. Le médecin des pauvres, comme on aime à le surnommer dans la contrée, arrive à son cabinet chaque jour à 9 heures précises. Certains des patients, faute de chaises suffisantes, sont assis dans la cage d'escalier et se lèvent d'un bond dès qu'ils le voient arriver, ses lunettes noires collées sur les yeux, vêtu d'un costume soigné et sentant la lotion après rasage. Il a un sourire et un mot gentil pour chacun, ému et intimidé de le voir tendre la main en premier pour les saluer cordialement. Puis, il s'enquit du programme de la journée, vérifie la liste des noms avec son assistante avant d'aller se laver soigneusement les mains avec un savon parfumé que l'infirmière s'empresse d'aller cacher dès qu'il en a fini pour que les patients ne l'utilisent pas. Le docteur Bali demande, après cela, un café, fume ses 2 premières cigarettes de la matinée avant d'enfiler son tablier blanc et disparaître dans son bureau. « Faites entrer Madame Jiménez, je vous prie », dit-il alors à son assistante. Et le rythme des va-et-vient commence et dure ainsi 2 ou 3 heures d'affilée, interrompu par la pause déjeuner où le docteur profite pour aller prendre un cours de tennis avant de revenir à 15 heures pour suivre ses visites. D'un point de vue personnel, au-delà de toutes ses compétences professionnelles, Alfredo Bali Trevino est un homme bien de sa personne. Petit mais vigoureux et charmant, soigneux de son aspect, avec des cheveux roux foncés et des yeux bruns et tendres. Nul ne doute que loin du cabinet, il fait aussi chavirer bien des cœurs. C'est ce que laissent supposer les vénérables matrones qui viennent se faire soigner chez lui et qui le voient comme le gendre parfait. Dans cette communauté catholique où on s'épie pour savoir ce qui se trame chez le voisin, la vie personnelle du docteur est un grand mystère non élucidé. Personne n'a jamais entendu parler d'une Madame Bali et ne sait pas à quoi elle ressemble. Alors, on aime à l'imaginer comme une jolie et douce femme au foyer, issue d'une bonne famille comme sa moitié, une dame mondaine qui participe aux galas de charité et fait des offrandes à la messe du dimanche. Certains l'imaginent blonde et athlétique, d'autres brune et menue, certains lui donnent de nobles origines espagnoles, d'autres une solide ascendance allemande. En réalité, il n'existe pas de Madame Bali et le docteur est un célibataire chevronné pas du tout pressé de changer son statut. Des indices, entre guillemets, commencent d'ailleurs même à faire douter sur son orientation. Homme élégant, un peu trop parfumé, avec des gestes affectés et délicats dans un contexte social où la virilité féroce est mise en avant, cela fait jaser dans les années 60, de surcroît dans un pays latin, patriarcal et religieux comme le Mexique. Et ce n'est que tout naturellement que l'on commence à spéculer sur son hypothétique homosexualité. Ces rumeurs ne sont pas fausses, bien au contraire. Depuis quelques mois déjà, le docteur noue une relation amoureuse secrète avec un jeune médecin interne, de 8 ans son cadet, prénommé Jesus Castillo Rangel. 3 fois par semaine, dans ce même bureau, une fois les consultations de la journée finies, le jeune Castillo Rangel vient rejoindre son amant sur son lieu de travail. Et c'est sur la banquette d'un blanc immaculé, malgré le passage des patients, que les 2 hommes s'aiment en secret. L'assistante et l'infirmière, pourtant réputées pour leur commérage, ne voient d'ailleurs dans le jeune interne qu'un étudiant studieux en quête de judicieux conseils prodigués par le docteur Bali, jamais avare de ses connaissances et de son temps. Les 2 amants jubilent d'ailleurs de cette situation et leur capacité à tromper leur monde en faisant passer leur relation comme purement professionnelle. Malgré le fait qu'ils vivent clandestinement leur amour, Alfredo et Jesus en sont satisfaits et heureux. Jesus Castillo Rangel, issu d'un milieu ouvrier, rêve de s'élever dans la sphère sociale et pouvoir quitter un jour la Vicenda, logement social collectif populaire au Mexique, qu'il partage avec ses parents, 2 autres frères et sa grand-mère. S'il aime le docteur Bali et qu'il profite de ses largesses, sa popularité l'irrite, son besoin de toujours répondre présent pour aider les autres l'ennuie. Lui ne voit la médecine que comme une porte de sortie, un moyen de se faire de l'argent, de se voir attribuer un statut important et fumer le cigare en buvant du champagne lors des galas organisés par le prestigieux club des médecins. Si le docteur Bali lui a juré son amour pour l'éternité, Jesus est assez intelligent pour savoir que du jour au lendemain, il peut être renversé de son podium et remplacé par un autre garçon plus beau, plus rusé et plus riche. Il s'est habitué à se faire entretenir, à recevoir de l'argent pour ses prouesses sexuelles, et cela ne le scandalise pas, bien au contraire. L'idée à ce qu'un jour tout s'arrête brusquement l'effraie au plus haut point. Un jour,
il demande à son petit ami de lui emprunter une importante somme d'argent. Le docteur Bali lui demande alors ce qu'il veut en faire, ce à quoi Resous répond que c'est pour l'achat d'une voiture. La réponse terre-à-terre de ce dernier l'offusque. Le jour où tu auras ton propre cabinet et acquis la confiance de tes patients, là, tu pourras te permettre toutes les autres folies. Mais l'obstiné Resous insiste. Il décrète être complexé par la richesse matérielle des fils à papa de son campus, qui arrivent chaque jour en cours dans des voitures conduites par des chauffeurs, alors que lui prend le bus avec les ouvriers et les paysans. Le docteur Bali agite la tête à la manière d'un sage, essaye de le faire raisonner, sans parvenir à lui faire changer d'avis. Resous, très remonté, se met alors à pleurnicher et supplier son amant de lui faire cette faveur. « Tu ne sais pas ce que c'est de grandir pauvre, bien sûr tu n'as jamais connu cela. Mais moi, je sais ce que c'est de se retrouver avec seulement 2 pantalons et 2 chemises pour toute l'année, de ne pas avoir d'argent de poche, de passer devant une vitrine et de rester frustré de ne pas pouvoir se payer ce qu'on veut. » Il insiste tant et si bien qu'il finit par apitoyer le docteur des pauvres et le convaincre de lui prêter cette somme d'argent. Il fixe même une date butoir pour rendre son prêt. Dans 3 mois, sans faute. Marché conclu. Mais les mois s'écoulent sans que Resous ne songe à rendre son crédit, bien trop content d'avoir investi dans un véhicule d'occasion et de parader avec dans les rues de son quartier populaire, faisant des jaloux et des admirateurs à la ronde. Désormais, il commence même à espacer ses 3 rencarts hebdomadaires avec le docteur, à présent qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Alfredo Bali, fâché mais non étonné par cette attitude, se met alors à le harceler à propos de l'argent, à lui reprocher son manque de parole, à l'accuser de ne pas être digne de confiance. À cause de cela, la relation entre eux commence à battre de l'aile. Froissé et au pied du mur, Resous promet de le rembourser et lui demande encore un peu de temps. Quand il vient le voir dans son cabinet, il tente de faire oublier cela avec ses prouesses sexuelles, espérant ainsi attendrir son amant. Le 8 octobre 1959, Resous Castillo Rangel se rend en début de soirée dans le cabinet de son petit ami. Il croise le dernier patient de la journée, un vieil homme qu'on vient d'amputer d'une jambe et qui marche difficilement appuyé sur ses 2 béquilles. L'infirmière, déjà prête à partir, se contente de le saluer d'un geste de la main. Ils sont désormais seuls. Resous frappe à la porte du docteur Bali. « C'est moi !» annonce-t-il. Les 2 hommes s'embrassent et Alfredo propose à Resous d'aller dans la salle de consultation pendant qu'il finit de taper un rapport important à la machine. Mais Resous rentre dans le vif du sujet, voulant visiblement en finir avec cette histoire de prêt. « Je suis venu t'apporter ton argent, mais je n'ai pas pu avoir toute la somme. Tu peux recompter si tu veux. » Il détourne les yeux tandis que le docteur énumère la poignée de billets pliés dans une enveloppe jaune. Ce n'est même pas la moitié de la somme. « Resous, je t'ai pourtant dit oui, mais voilà, je ne l'ai pas ton fric. Tu penses que je roule sur l'or peut-être ? J'ai dû contracter d'autres prêts chez des amis pour pouvoir te ramener ça. Décidément, on ne peut pas te faire confiance et j'ai eu tort de te donner si généreusement cet argent. C'est justement cela mon problème, je prends tout le monde en pitié, même ceux qui ne le méritent pas. Que veux-tu dire par là ? Je pense que tu m'as compris. » Le ton monte et rapidement, les 2 amants en viennent aux mains. Dans le feu de l'action, le docteur Bali donne un violent coup sur le crâne de Resous, qui s'effondre aussitôt en perdant connaissance. Un silence de plomb s'abat sur la salle de consultation. Le docteur s'assure que la porte est soigneusement fermée et que personne n'est entré au cabinet pendant ce temps, le surprenant en flagrant délit. Non, la salle d'attente est vide et l'infirmière est déjà partie depuis longtemps. Il revient. Par terre, Resous est affalé de tout son long, les yeux fermés. Le docteur se penche sur lui, vérifie son pouls et son rythme cardiaque. Il n'est pas blessé, juste un peu sonné par le coup de tête. Mais au lieu de le réanimer, il va farfouiller dans son placard à pharmacie et récupère du matériel. D'un geste mécanique, il lui fait une injection de pentotal sodique, un barbiturique soufré qui sert dans les anesthésies, puis le traîne dans sa salle de bain. Le garçon est fort et pèse lourd et le petit et menu docteur a beaucoup de mal à le tirer par les bras. Ce n'est qu'au bout d'une dizaine de minutes qu'il parvient enfin à le faire entrer dans la salle de bain. C'est là que toute la noirceur du docteur Bali, le médecin des pauvres, l'ange gardien de Talares, va apparaître au grand jour. Muni de son scalpel,
Il tranche d'abord la gorge de son amant, tapotant calmement le sang qui gicle avec des serviettes et du coton. Par la suite, il s'attaque au reste du corps, découpant avec précision froide et mesurée bras, mains, tibias, jambes, etc. Le docteur Bali finit de démembrer la dépouille en coupe parfaite. L'opération terminée, il le met dans un carton, puis prend une douche et range son tablier trempé de sang et de cartilage dans un sac plastique. Il prend tout son temps pour se laver, changer de vêtements et mettre du parfum. Quand soudain, il entend sonner à la porte. Il ne fait pas un geste, retenant sa respiration et tendant l'oreille. On insiste sur la sonnerie. Il met alors son bureau à clé et va vers la porte. « Oui, c'est pourquoi ? »« Docteur, ouvrez, c'est moi. Asuncion, j'ai oublié les clés de chez moi ici. »« Ah, veuillez attendre, j'ai moi-même perdu les miennes, ment-il. »« Ne vous inquiétez pas, j'ai les doubles. » La clé tourne dans la serrure et l'infirmière ouvre la porte du cabinet, toute confuse. « Veuillez m'excuser, docteur, mais je me suis rendu compte de... »« Ce n'est pas grave, faites vite, j'ai un rendez-vous important. » L'odeur âcre du sang flotte dans tout le cabinet, mais dans sa hâte, l'infirmière n'y prête pas attention. Elle finit par trouver ses clés et s'en va en s'excusant, presque mise à la porte par le docteur. Il va se poster à la fenêtre, attendant de la voir passer et s'éloigner pour pouvoir descendre avec ses sacs ensanglantés. Il quitte par la suite son cabinet et place le carton contenant la dépouille de la victime et le sac plastique contenant ses propres vêtements souillés dans le coffre de sa voiture. Il fait l'erreur de se rendre chez une voisine pour lui demander de lui emprunter une pelle. « C'est pour mes géraniums que je dois dépoter », déclare-t-il en souriant. Il récupère la pelle, la jette sur le siège arrière, démarre sa voiture et prend la route de Rancho La Noria, située dans la municipalité de Guadalupe. C'est dans cet endroit délabré qu'il se débarrasse du corps et du sac plastique. Le lendemain, il revient à son travail comme d'habitude, prodiguant ses soins avec la même régularité. Le carton avec le corps démembré de Jesus Castillo Rangel est finalement retrouvé par les autorités une semaine plus tard, après que sa famille ait déclaré sa disparition. Dans le cadre de l'enquête, le docteur Bali, bon ami et professeur de la victime, avec qui elle entretenait des rapports cordiaux, entre guillemets, est interrogé ainsi que son personnel par le chef de la brigade criminelle, Eusebio Lara, qui est l'un des premiers à soupçonner le docteur. Effectivement, la victime est venue au cabinet le jour de sa disparition et quand l'infirmière est revenue chercher ses clés de maison, le docteur Bali était seul et s'apprêtait à partir. Pourtant, en interrogeant le voisinage à ce propos, le témoignage d'une voisine met la puce à l'oreille du chef de la brigade. Ce jour-là, le docteur Bali est venu lui emprunter une pelle pour ses fleurs et elle a trouvé cela bizarre et inhabituel. À partir de là, les choses vont se précipiter jusqu'à ce qu'on découvre la nature de la vraie relation qu'entretenait la victime avec son assassin et les raisons qui ont conduit à son massacre, c'est-à-dire la somme d'argent prêtée. Reconnu coupable, le docteur Alfredo Bali Trevino est condamné à la peine de mort en mai 1961. Les chefs-lieux retenus contre lui sont homicide qualifié, inhumation clandestine et usurpation d'identité, car il aurait utilisé la carte d'étudiant de Jesus Castillo pour pouvoir emprunter des manuels de médecine à la bibliothèque de l'université. Bali fait face au procès avec beaucoup d'aplomb, presque fier de ce qu'il a fait et n'exprimant aucun remords ni aucun regret. Au contraire, il s'en vante même et relate la minutie et la précision froide et chirurgicale pour démembrer le corps de Jesus Castillo sans avoir à toucher les os de chaque coupure qu'il a faite. En attendant son exécution, il est emprisonné au centre pénitentiaire de Topo Chico à Nuevo León. Pour les autorités, Bali n'en serait pas à son premier coup et pendant un moment, il sera impliqué dans d'autres affaires de disparition et de meurtres commis sur les routes nationales du pays. Mais sans preuve ni indice, impossible de l'accuser de cela et sa culpabilité ne sera jamais prouvée dans les affaires citées. Sa condamnation, le côté sombre et psychopathe de sa personnalité, l'horreur et le déroulement de son crime plongent le pays dans la peur et le dégoût. Le fait qu'il soit homosexuel donne une dimension encore plus monstrueuse à son crime. La presse mexicaine, friande de ce genre d'affaires, l'affabule de plusieurs surnoms. Le docteur assassin, le monstre de Talares, Docteur la mort, ou encore le vampire Bali. Derrière les barreaux, l'ancien médecin coqueluche de ses patients se révèle être un détenu modèle, calme et cultivé qui force le respect.
Dès ses premiers jours de détention, il offre ses services de médecin et soigne beaucoup de codétenus, ce qui lui vaut admiration et reconnaissance, faisant presque oublier ce pourquoi il est ici. En 1963, Alfredo Bali Trevino purge sa peine depuis déjà 3 ans. Un jour, il reçoit la visite inattendue d'un jeune reporter américain qui travaille pour un journal intitulé Argosy. Il s'appelle Thomas Harris, a 23 ans avec l'air d'un jeune premier et a cette attitude de franche camaraderie un peu naïve qu'ont la plupart des Américains. Harris se trouve au Mexique pour une affaire assez compliquée qui remonte à 3 ans de cela. Il a obtenu précédemment la permission du directeur d'une prison à Monterrey pour interviewer un certain Dykes Askew Simons, l'évadé de l'asile et l'assassin de 2 des 3 enfants Pérez Villagomez. Le jeune journaliste a été vivement marqué par l'aspect de Dykes Askew Simons, avec sa fente labiale et ses cicatrices sur le visage. Le séjour dans la prison mexicaine l'a rendu peureux et a fait empirer son état général. Il était sur le coup d'une condamnation à mort et peu de temps avant de recevoir Harris en prison, il a tenté de s'évader. Mais sa tentative a été vouée à l'échec et il fut gravement blessé par les agents de sécurité de la prison, qui lui ont tiré dessus pour l'arrêter dans sa course effrénée et désespérée. Un concours de circonstances veut que Simons soit soigné par Alfredo Bali, recommandé chaudement pour ses compétences chirurgicales. Ce dernier est d'ailleurs même choisi pour accompagner Thomas Harris au cours de cet entretien avec Simons. Après l'entrevue, le reporter et l'ancien chirurgien ont une conversation agréable et parlent à propos de tout et de rien, à la manière de 2 bonnes vieilles connaissances. Harris est un jeune homme curieux et ouvert qui parle un espagnol correct et Bali se révèle comme un homme charmant, éloquent, corrigeant les fautes de prononciation de son interlocuteur, à la façon d'un professeur bienveillant, et avoue regretter lui-même ne pas avoir appris l'anglais plus tôt. Même son aspect physique ne passe pas inaperçu. Le journaliste le décrit d'ailleurs comme un homme propre, petit, agile, avec des cheveux roux foncés et une certaine élégance dans la tenue et les gestes. Assis face à face dans le parloir, les 2 hommes discutent longuement sur la personnalité de Dykes Simons, évoquant ses traumatismes d'enfance et les cicatrices sur son visage qui le complexaient, sa schizophrénie découverte trop tard, le traitement qu'il refuse de prendre pour se soigner, le rapt suivi de l'assassinat terrible des enfants, etc. Mais au bout d'un moment, le reporter est pris au piège d'une conversation troublante et bizarre avec le docteur Bali Trevino, qui lui demande « Aviez-vous des lunettes de soleil sur vous, monsieur Harris ?»« Oui, pourquoi ?»« Qu'avez-vous ressenti alors en regardant Simons ?»« Je ne sais pas exactement, quelque chose de dérangeant. »« Pourriez-vous suggérer que lorsque vous interviewez Simons, il ne les porte pas ?»« Et pourquoi donc ?»« Parce qu'il risque de voir son reflet dans son... » Mais dites-moi une chose, pensez-vous que Simons a été harcelé et maltraité par le passé par d'autres gamins de sa classe à cause de ses cicatrices ? Probablement, c'est une chose qui arrive souvent, malheureusement. Le docteur Bali semble alors satisfait de cette réponse. Mais il ajoute « Oui, cela arrive souvent. » Puis il change brusquement de sujet. « Avez-vous des photos des victimes, les 3 frères et sœurs ?»« Oui. Pensez-vous que c'était de beaux enfants ? » « Oui, c'était de beaux enfants, issus d'une bonne famille, avec une bonne éducation, d'après ce qu'on m'a dit. Mais vous ne me dites pas qu'ils l'ont provoqué tout de même. Non, bien sûr. Mais les afflictions de l'enfance recréent celles de l'avenir. Un enfant maltraité recrée le même schéma plus tard. Le directeur de la prison, Miguel Guadiana Barra, arrive à ce moment-là et met fin à l'entretien, décrétant que le temps de visite s'est écoulé. Quel temps de visite ? Thomas Harris, ignorant encore tout de l'identité de son interlocuteur, l'invite alors à venir le visiter un jour au Texas. Le docteur Bali répond alors courtoisement, dans un anglais sommaire, « Merci, monsieur Harris, je le ferai certainement lorsqu'il me sera permis de voyager à nouveau. » Le reporter se souvient, avec le recul, qu'il n'y avait aucune trace d'ironie dans sa réponse et qu'il semblait être flatté par cette invitation. En quittant le parloir, Harris demande au directeur de la prison, « Depuis combien de temps le docteur Bali travaille-t-il en tant que médecin ici ?» Miguel Guadiana Barra ouvre de grands yeux interloqués. « Vraiment, vous ne savez pas qui il est ? Cet homme est un assassin et un dangereux psychopathe. Il ne quittera jamais cet endroit !» s'exclame-t-il. « Mais où est-ce que vous voulez en venir, monsieur Barra ?
Le directeur fait à Harris le récit de l'horrible crime de Jesus Castillo Rangel, de la relation amoureuse qu'il entretenait avec le docteur avant cela, et comment tout cela s'est conclu tragiquement pour une histoire d'achat de voiture, même s'il doute que ce n'est pas l'unique raison. Thomas Harris ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais n'y arrive pas. Bali n'éprouve aucun remords et a raconté cela pendant le procès comme s'il s'agissait d'une plaisante anecdote qu'il voulait nous faire partager. Le journaliste lui demande alors comment ils lui ont permis de continuer sa vocation entre les murs de la prison et recevoir des malades sans craindre qu'il ne récidive. Le directeur le tranquillise en déclarant que Bali se montre plein d'indulgence envers les pauvres. C'est d'ailleurs peut-être son seul trait d'humanité. La rencontre entre Thomas Harris et Alfredo Bali a été brève, mais assez troublante pour le marquer à long terme. Et nous allons savoir pourquoi. Alfredo Bali Trevino passe 20 ans derrière les barreaux avant de voir sa peine de mort communiée par son avocat. En 1982, alors âgé de 49 ans, il est libéré pour bonne conduite. Depuis ce temps, il a consacré sa vie au service des populations pauvres de Monterrey, les soignant dans son modeste cabinet à titre gracieux comme il le faisait auparavant. Il meurt en 2009 à l'âge de 81 ans. Son histoire complexe, son crime, ses tendances psychopathiques auraient pu être perdues à jamais. Pourtant, en 1988, le journaliste Thomas Harris, qui a eu l'occasion de le rencontrer une fois et lui parler, s'inspire de lui pour publier son best-seller à la renommée mondiale The Silence of the Lamb, Le silence des agneaux, adapté sur grand écran 3 ans plus tard et rencontrant un succès colossal. Dans ce roman psychologique particulièrement troublant, Harris donne vie à l'un des personnages les plus énigmatiques et terrifiants de l'histoire de la littérature et du cinéma, le docteur Hannibal Lecter, campé avec brio par l'acteur britannique Anthony Hopkins. Le personnage de Lecter a d'ailleurs été déclaré comme le méchant numéro 1 de l'histoire du cinéma par l'American Film Institute. L'ancien journaliste et auteur dit que le point commun entre le personnage d'Hannibal Lecter et Alfredo Bali est l'élégance, la grande culture, l'éloquence et la subtilité à tuer quelqu'un avec un scalpel. En 2013, à l'occasion du 25e anniversaire de la sortie du livre et du film, Harris a cherché à avoir des nouvelles du médecin prisonnier qu'il a rencontré une fois et qui l'a tant tourmenté. Parce qu'il a oublié son nom, il a continué de le surnommer Dr Salazar. Pour retrouver sa trace, il s'est fait aider par le journaliste d'investigation mexicain Diego Osorno, qui a mené l'enquête à Monterrey, Acapulco et Mexico. Osorno obtient les informations sur le docteur Bali Trevino par le biais des gens qui l'ont connu, des anciens codétenus, des patients, le directeur de la prison. Mais il n'a pas pu l'interviewer en personne car il était déjà mort depuis 5 ans. La complexité de l'entretien entre Thomas Harris et Alfredo Bali a inspiré la fameuse et glaçante scène du film Le silence des agneaux, qui résume à elle seule le véritable voyage dans la tête de ce criminel.